Le but pour moi, c'était d'échanger autour de la façon dont le métier a changé. J'ai remarqué déjà il y a quelques temps que le métier avait énormément changé, que ma définition même du community manager était très différente de ce qu'on avait d'autres personnes et parfois même des collègues qui avaient commencé en même temps que moi. Des compétences qu'il doit avoir, des objectifs qu'il doit mettre en place. Tu parlais d'obtenir l'acte d'achat et parfois certains n'avaient que comme objectif d'obtenir le like. J'ai fait il y a quelques temps une publication sur LinkedIn qui revenait sur le fait que le like n'est pas réellement un objectif à mettre tant en avant que ça. On a beaucoup de gens qui nous demandent de faire comme. En fait, je pense que pour moi, ça vient du fait qu'on est des plateformes qui ont grandi de plus en plus vite. En quelques années, Facebook a pris une place majeure. Les gens se renseignent très souvent d'abord sur Facebook, ils s'informent d'abord sur Facebook. Et du coup, le rôle de community manager qui faisait en fait la façade entre les marques, entre l'administration, parfois entre les gens même, je parle des personnalités politiques ou bien même personnalités stars, et ce média, il est devenu de plus en plus important. On demande à un community manager de savoir tout faire et limite d'être disponible 24 heures sur 24. Il faudrait soi-disant pouvoir répondre à un commentaire à 21 heures. Il faudrait, en cas d'un bad buzz, pouvoir répondre dans l'heure avec une campagne toute prête en fait. Effectivement, ça a beaucoup évolué. Au début, community manager, c'était simplement gérer les pages, gérer une page Facebook, répondre aux commentaires, faire un planning et puis c'est tout. Mais aujourd'hui, je vois que ça évolue de plus en plus. C'est de plus en plus de pages, de réseaux différents. Du Facebook, du Twitter, du LinkedIn, du Instagram et aujourd'hui du TikTok, là où il faut vraiment être un peu dynamique là-bas. Au départ, c'était simplement faire des photos, des posts un peu statiques avec des photos, avec des images, des produits, des choses comme ça. Aujourd'hui, il faut littéralement créer des concepts de vidéos, des concepts de challenge, des concepts de jeux un peu dynamiques avec les fans, des pages qui sont gérées et autres. Et voilà, c'est un peu ce que je vois. Hein. Ce n'est plus du tout comme avant. C'est-à-dire aujourd'hui, ce travail-là s'est complexifié en termes de création, aujourd'hui, en termes de création, en termes d'idées, on en demande, la demande en fait est beaucoup plus grande. Et bon, de ce que moi j'ai comme observation, c'est que le rôle évolue beaucoup plus selon le type d'employeur, si je peux m'exprimer ainsi. Par exemple, dans le cas des marques en général, si tu tombes sur une boîte qui est bien structurée et une grosse boîte qui a les moyens de se payer un graphiste, un vidéaste, le CM peut rester dans son rôle opérationnel exécutant. Or, de ce que j'ai comme observation, pour ce qui est de l'admin public, où en général on a de la ressource humaine qui est juste calée dans ce qu'elle a appris. En général, ils n'ont pas la ressource pour la créa de contenu. Je fais le constat que dans ce type d'environnement, le rôle du CM c'est quelque chose de beaucoup plus global. Ça dépasse le simple côté du CM classique. Parce qu'en général, il faut pouvoir faire des montages, il faut faire de la vidéo, il faut même pouvoir rédiger des communiqués de presse. Parce que moi, j'ai été confronté à ça, j'ai appris à rédiger les communiqués de presse parce que de base, j'étais CM, mais parce que peut-être l'environnement fait qu'il n'y a pas la ressource pour. En général, on se retrouve à faire beaucoup plus de choses que l'on ne devrait. Je pense que ça, c'est une problématique qui oblige les CM aujourd'hui à je pense, se dépasser, à bosser beaucoup plus, notamment les outils tels que les jeux comme Claude disait tout à l'heure. Le CM est obligé de faire beaucoup plus pour créer de l'engagement parce que de manière, on va dire organique, le cas de Facebook s'arrange par exemple à faire baisser volontairement le taux d'engagement des pages. Pourquoi est-ce que on voit un certain retard au niveau de la créativité des CM, même des créateurs de contenu sur TikTok? J'ai vu que toi, tu étais assez actif dessus. Est-ce que toi, tu as un avis particulièrement sur ce point? Par rapport à TikTok, moi,
je dirais pas qu'ils sont en retard. Je dirais qu'ils ont un style différent de ce qui se fait en France et compagnie. Et que des fois, ils vont pas construire leur contenu autour d'un objectif clé, mais plutôt autour du divertissement et de l'amusement, ce qui est le contraire des autres créateurs de contenu, en fait. Ils n'ont pas les mêmes objectifs. Canal n'est pas à l'origine de ce changement de paradigme, je vais l'appeler comme ça. Canal n'est pas à l'origine de ça. Canal est un follower. Canal a suivi une tendance. Parce qu'en 2000, si mes souvenirs sont exacts, en 2018-2019, nous suivions tous les mêmes pages. On benchmarkait beaucoup du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, s'il faut essayer de recadrer la chose, ce temps décalé, très gabonais, très newsjacking, etc., trouve son origine au niveau de la Côte d'Ivoire. Tout part de là. Donc, parce qu'on sait très bien à quoi ressemble la communauté ivoirienne sur le web. On connaît le ton ivoirien. Et tout simplement, j'ai envie de dire les marques les plus courageuses, oui, je veux le dire comme ça, les marques les plus courageuses se sont inspirées de tout ce qui se faisait du côté de MTN Côte d'Ivoire, Orange Côte d'Ivoire, Canal Côte d'Ivoire. Donc mettre Canal plus Gabon comme étant l'initiateur de ce format de communication, je suis pas totalement d'accord. Je suis pas totalement d'accord. Parce que moi, pour ceux qui me connaissent un peu, certains disent que je dénigre les community managers. Non, c'est juste que moi je pense que nous sommes en 2022. C'est un très 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 vieux métier qui existe même avant les années 2000. Qui existe bien avant les années 2000. C'est un très très vieux métier. Je me dis jusqu'en 2022, nous ne devons plus parler du community manager. Nous devons parler d'autre chose. Le community manager doit muer. Aujourd'hui, ce qui intéresse les marques, ce n'est plus cumuler les likes, booster l'engagement. Il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, je l'ai pris de court. Aujourd'hui, ce qui intéresse les marques, c'est générer l'activation. C'est l'activation qui intéresse. Parce que si on reste dans la logique community manager, faire du contenu, ça va plaire 2, 3, 4 mois. Mais après, qu'est-ce qui aujourd'hui te différencie sur le marché? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, à ta position de social media manager, de digital manager, tu puisses devenir incontournable au sein de l'organisation? Parce que faire des newsjacking, etc., tout le monde est capable de le faire. J'ai même envie de dire tout le monde, on sait tous le faire. Sur LinkedIn qui revenait sur le fait que le like n'est pas réellement un objectif à mettre tant en avant que ça. Et n'est même pas un critère aussi important que ça. C'est vrai que ce que tu as dit sur les likes, en principe, ce n'est pas un objectif, mais moi, je rencontre encore des clients qui te disent, oui, mais la publication, il n'y a pas eu assez de likes, les gens n'ont pas liké, les gens n'ont pas vu. Et derrière, c'est moi qui leur dis souvent, mais le plus important, ce n'est pas le nombre de likes, le plus important, c'est le nombre de clients que tu as. Donc, les gens peuvent ne pas liker, mais si tu as vendu des articles, en principe, c'est ce qui t'intéresse. Mais il y a des clients qui restent toujours très portés sur le nombre de likes sur leur page, sur toutes les publications qui sont faites. Même si les métiers évoluent, je pense que le rôle doit avoir une définition claire, et à partir de cette définition, les critères de performance, les KPI doivent être aussi clairement définis. Moi, je pense pas qu'on devrait mélanger tout ce qui est hors site, c'est-à-dire hors digital, c'est-à-dire, je prends l'exemple des ventes, parce qu'on n'est pas encore dans une situation où on pratique la vente en ligne de façon fluide. Je clique sur un bouton et puis j'achète, comme en France ou ailleurs. Ici, c'est vraiment, en réalité, les seuls KPI qui sont, je pense, présentables aujourd'hui, ce sont les KPI d'engagement, malheureusement. C'est la limite que ça aujourd'hui, de ne pas pouvoir justement procéder à des achats directs
Et puis, dans le cadre du métier en question, ce n'est pas toujours que la campagne que l'on fait, c'est dans le but de vendre quelque chose nécessairement. Ça peut être des campagnes de sensibilisation où nécessairement il va falloir, on va devoir regarder pour définir les performances de la campagne. Est-ce qu'il y a quand même des personnes qui ont interagi avec les campagnes, avec les différents posts, avec les choses qu'on a pu faire? Il y a aussi le fait, quand on analyse les KPI, les points forts et les points faibles des différentes campagnes, on va forcément regarder, ok, cette campagne-là a eu moins de likes ou moins d'engagement que cette campagne-là, moins de commentaires, moins de partages. Et donc, on va dire que c'est plus ce genre de choses qu'on peut faire et faire moins ce genre de choses, c'est cette autre chose-là et ainsi de suite, quoi. Il faut grow up, en fait. Il faut évoluer, il faut grandir, il faut mûrir. Il faut emmagasiner de nouvelles compétences. Il faut se former. Il faut quitter du statut de community manager à social media manager, à digital manager, etc., etc. Il faut grandir. Aujourd'hui, le challenge pour les gens, pour quelqu'un du digital, ce n'est plus systématiquement l'engagement. Et là, je pèse mes mots parce que là, je parle d'un vrai business. Je parle pas d'un ministère. Je parle pas d'une ONG. Je parle pas d'une association. Je parle d'un vrai business, d'une entreprise commerciale. Donc, qui a pour vocation de faire du chiffre. On est appelé à évoluer. Donc, le community manager, quand il entre dans une entreprise, il a de petites tâches qui vont grandir au fur et à mesure. Et c'est à lui de se rendre compte que là, il a passé un cap. Parce que, Claude l'a dit tout à l'heure, apparemment, les compétences et les demandes faites au community manager augmentent. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il passe de celui qui poste le contenu à celui qui l'analyse, à celui qui définit la stratégie, à celui qui doit maintenant vérifier que tout ce qui est publié, déjà, il y a des retours, mais ensuite, qu'il y ait un impact au niveau des ventes. Et c'est pour ça que je remerciais justement Olivier parce que dernièrement, moi, je suis passée du statut de community manager à social media manager. Je l'ai fait tout le long de l'année dernière et c'était pour un business. Genre une entreprise qui fait de la vente en ligne, dont l'objectif principal, c'était pas forcément de créer du contenu, c'était pas forcément d'avoir de l'engagement, mais c'était d'augmenter ses visites et donc d'augmenter ses ventes. Donc le challenge, il est même plus au niveau des réseaux sociaux, il devient un challenge business au niveau des ventes, avoir des résultats. Et les gens ne s'en rendent pas compte, les gens se disent, ok, plus les personnes vont liker, plus ils vont acheter. Mais c'est pas ça en fait. Aujourd'hui, c'est les messages qui vont porter des fruits, c'est la relation client, c'est beaucoup de choses derrière qu'on demande au community manager de faire, même si parfois c'est pas forcément son rôle. Maintenant, c'est à lui de voir à quel moment, en fait, il a passé un cap. Aujourd'hui, le like, c'est une vanity metrics. Moi, je peux témoigner par rapport à mes posts. Je fais des 800 likes pour 4000 impressions. Donc, si tu suis ça, franchement, avec les retours de messages que j'ai, de demandes de conseils, pour moi, le like, ça veut rien dire. Voilà. Comment aujourd'hui, et j'ai fait une petite réflexion, je me suis demandé, comment aujourd'hui faire en sorte que justement, le contenu que ces influenceurs-là aujourd'hui, on les considère comme influenceurs ou pas, je précise, que leur contenu qu'ils créent et que les gens suivent aujourd'hui, comment l'emmener à être plus potable, d'accord, pour que les entreprises, pour emmener plus d'entreprises à travailler avec eux. Et j'ai pensé que peut-être il faudrait créer une forme de label ou une norme pour ces personnes-là qui souhaitent justement se lancer dans ça et qui souhaitent travailler, que ce soit avec les entreprises, que ce soit avec les institutions. Et moi, je pense que leur impact pourrait être très important dans des campagnes justement contre des choses comme la désinformation et autres. Je pense que c'est important de pouvoir travailler avec ces personnes-là que les gens suivent. Mais comment le faire, comment faire en sorte que ces personnes soient potables? Je pense qu'il faudrait être capable aujourd'hui de proposer des normes de travail et de pouvoir certifier certains influenceurs par rapport justement à la qualité de leur contenu, que ce soit les grossièretés, des politiques au niveau des
grossièreté au niveau des sujets qu'ils abordent, des choses comme ça là. Tout à fait d'accord. On avait même déjà posé cette réflexion il y a 4 ans, 3 ans, autour du fait de labelliser, de labelliser le format, de labelliser la profession, mais encore qu'il faudrait que les agitateurs acceptent de se professionnaliser. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Et même côté tarification, c'est, pardonnez-moi l'expression, mais c'est du gros n'importe quoi dans la plupart des cas. Et tu sais, pour la petite histoire, il y a je ne sais plus quand, j'avais monté un espèce de programme où j'avais décidé de rémunérer les agitateurs par objectif. Donc, j'avais monté tout un circuit, un circuit de conversion et autres. Et j'ai fait asseoir une dizaine d'agitateurs et ils ont tous dit non. Ils ont tous dit non. Ils ont dit non. Moi, j'ai 500 000 abonnés, j'ai 300 000 abonnés, j'ai 100 000 abonnés. Moi, j'ai pas besoin de tout ça. Soit vous me payez en fonction de ce que je vous propose, soit ben on en reste là. Parce que la vérité, c'est que lorsque tu travailles avec quelqu'un qui a 400 000 abonnés, regardez dans la plupart des cas, si vous publiez sur votre page à vous, malgré tout le bazar que vous allez faire, vous n'aurez pas le même niveau d'engagement que sur la page de l'influenceur. Et même lorsque vous le faites depuis la page de l'influenceur, vous allez sentir un gros décalage entre ces publications non commerciales. Vous voyez déjà, parce qu'à la base, ils refusent même. Parce que dans la plupart des cas, c'est eux qui décident de comment ils veulent s'adresser à leur communauté. Donc, toute la subtilité marketing autour, ils n'en veulent pas. Donc, il faut en gros comme ils veulent. Et après, on voit ce grand écart entre la publication, donc le partenariat, et ces publications intérieures. Et moi, je voudrais qu'on s'interroge sur combien d'influenceurs ont des kits médias. Combien d'influenceurs présentent correctement leurs statistiques et ont des clés tarifaires adaptées. Zéro. Non, mais... Combien ont des kits médias? Combien peuvent donner correctement leurs statistiques aux marques? Parce que Zéro. Et Olivier a soulevé un point. Vous nous dites que vous avez 500 000 abonnés. D'accord, ok. Mais quel est le retour sur quand on finit de communiquer à travers vous? Première question. Deuxième question, pour avoir collaboré, ou du moins essayé de collaborer avec certaines personnes pour des marques qui ne sont même pas au Gabon, j'en passe, je me suis rendu compte qu'il n'y a personne. Et non seulement il n'y a personne qui est capable correctement de délivrer ses stats, de donner des tarifs et tout, mais pire encore, il n'y a personne qui est capable de dire que moi, en tant qu'influenceur, j'ai une ligne éditoriale et c'est celui-là. On va peut-être accorder ça à certains blogueurs. Et là même, quand je vais dire certains blogueurs, personnes qui ont un bagage en communication, en fait. Du coup, la problématique d'influence, surtout ici au Gabon, elle est compliquée. Compliquée dans le sens où, oui, il faut éduquer nos influenceurs locaux. Il faut que les marques arrivent à mettre en avant les valeurs qu'elles recherchent chez les influenceurs et de même que ces influenceurs-là soient capables de dire quelles sont leurs valeurs à eux. Parce que le problème de quiproquo entre les valeurs de la marque, les valeurs de l'influenceur et les valeurs de la marque, il est là. L'influenceur, il est incapable de dire ce qui compte pour lui dans sa communication, alors que la marque, elle le sait. Et du coup, il y a souvent des conflits d'intérêts. Je suis convaincu d'une chose, c'est que le CM, fatalement, il devra devenir un créateur de contenu, en fait. Parce que les entreprises, en fait, vont maintenant gérer les publications elles-mêmes. Maintenant, derrière, donc, même la modération, ils pourront gérer ça le service client. Derrière, voilà, une formation aux agents et puis ils pourront gérer la modération. Mais la finalité du community manager, c'est vraiment de créer du contenu.
Merci beaucoup à tous d'avoir été disponibles, d'avoir échangé. Honnêtement, j'ai beaucoup appris. Tiens, moi, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est qu'on se soit à peu près tous mis d'accord sur l'idée d'une charte pour les agitateurs, on pourrait dire comme ça, une charte qui regrouperait ce que les marques attendent et ceux qu'ils peuvent mettre en place. Après, il y a encore beaucoup de travail d'éducation de la part des community managers, à la fois sur leur métier, aussi cette nécessité qu'ils doivent évoluer pour continuer à rester pertinents, continuer à rester efficaces. Donc, entre guillemets, je suis content. Merci beaucoup d'avoir été présent. Merci de m'avoir enseigné beaucoup de choses. Et comme a dit Emric, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver très rapidement sur une autre thématique.